place à l'invité de Paris Direct. Et aujourd'hui, cet invité, c'est vous, Adrien Badevant. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de venir sur ce plateau. Vous êtes avocat spécialiste en droit des nouvelles technologies au cabinet Lysias Paris. Et vous êtes l'auteur notamment de ce livre avec Jean-Pierre Mignard, L'Empire des données, un essai sur la société, les algorithmes et la loi aux éditions Don Quichotte. Ensemble, nous allons parler des données, des big data, ce qu'on appelle en mauvais français ou plutôt en bon anglais. Dans la fiche de votre éditeur, il y a ce parallèle intéressant qui présente ces données comme la nouvelle matière première, le pétrole du 21e siècle. Ces données, en fait, qu'est-ce que c'est? D'où viennent-elles et à quoi servent-elles? Il y a différents types de données. Il y a des données qui sont ce qu'on appelle des données personnelles. Donc, c'est des données qui permettent de nous identifier, des numéros de téléphone, des adresses e-mail. Et il y a des données qui sont non personnelles, qui sont des données publiques. La météo, les heures d'arrivée d'un bus, c'est des données de transport qui ont une grande valeur économique également, parce que ça vous permet, par exemple, d'optimiser les flux de trafic d'une ville comme celle de Paris. Donc ça peut être vraiment très utile, très concret au quotidien. Justement, on va parler dans un instant des réseaux sociaux qui nous concernent presque tous, mais d'abord, ces big data, elles ont beaucoup été utilisées déjà dans l'industrie et la finance en premier. Alors, le big data en français, ce qu'on pourrait appeler les données massives, c'est des données qui ont toujours existé, mais aujourd'hui, on est capable de les collecter de manière beaucoup plus exponentielle avec des algorithmes bien plus sophistiqués. Et il y a des domaines d'application très divers dans la finance, comme vous le dites, avec notamment le trading haute fréquence qui permet en fait en millisecondes de faire passer beaucoup d'ordres, mais dans des domaines très divers, il y a également des applications dans la santé, avec de la médecine personnalisée ou prédictive, qui va permettre de détecter peut-être bien plus en amont des symptômes. Ça, on va en reparler, c'est l'avenir. Il y a beaucoup de questions autour de ça, on y reviendra. Du côté de nous, nos données personnelles à nous, comment est-ce qu'elles sont récoltées? Il y a les réseaux sociaux, mais pas que. Il y a aussi des courtiers de données, c'est tous les intermédiaires un peu invisibles qu'on ne connaît pas forcément, mais il y a comme un marché secondaire de vos données. Les données sont collectées parfois de manière licite et parfois, comme on l'a vu dans le scandale Facebook Cambridge Analytica, de manière complètement déloyale, c'est-à-dire sans que les personnes concernées, vous, moi, n'importe qui écoute cette émission, le sache et ait pu donner son consentement. Donc la collecte, elle peut se faire de manière très diverse. Ça peut être un capteur dans votre maison qui va, par exemple, détecter un objet connecté, qui va détecter, par exemple, votre frigidaire demain peut être connecté. Ça peut être votre historique de navigation sur votre ordinateur. Et, ça peut être mon pass de transport quand je prends le RER? Exactement. Un pass Navigo peut vous dire, avec une puce qui est à l'intérieur de ce pass, l'heure à laquelle vous êtes rentré dans telle station de la ligne 5 et sorti dans telle station de la ligne 1 pour aller à votre travail. Et du coup, on est de fait beaucoup plus monitoré, surveillé dans nos gestes et dans nos faits quotidiens. Pour l'instant, ça s'est compartimenté, où il commence à y avoir des algorithmes qui corrèlent tout ça. Il y a de la corrélation même entre les données de nos comportements en ligne, nos historiques de navigation, la façon dont on achète certains articles sur des sites Fnac, Amazon ou autres. Oui, c'est ça. Je cherche un aspirateur sur Google et après, je vais sur Facebook et on me propose des aspirateurs. Exactement, mais ces données-là sont aussi corrélées avec vos activités hors ligne. Parce que dans la vie concrète, dans le monde physique, vous avez des téléphones, des appareils, des choses qui eux-mêmes détiennent des capteurs et des trackers. Quand vous, par exemple, vous courez, le podomètre que vous utilisez pour calculer, il est intégré maintenant à votre téléphone portable. La plupart du temps, les gens utilisent ça. Et donc, c'est très facile, en fait, de corréler vos activités dans votre vie de tous les jours, la façon dont vous dormez, mangez, faites du sport, de l'activité physique, avec des activités en ligne. Mais alors ces données, elles sont énormes, parce que déjà rien que pour les réseaux sociaux, il y a plus de 2,5 milliards d'utilisateurs, un tiers de l'humanité presque fichée, Facebook, YouTube, WhatsApp, WeChat, Instagram, Tumblr, plus ces choses du quotidien. Tout ça, ça va servir à quoi derrière ? Et vous avez raison de rappeler que ces données sont énormes, parce qu'on a collecté, juste pour vous donner un ordre de grandeur, en 2011, plus de données que depuis le début de l'histoire de l'humanité. Donc, et c'est 2011 ? Ça, c'est 2011. Et puis cette production, elle double. Elle fait un x2 dans des laps de temps de plus en plus réduits. À quoi elles vont servir ? C'est à nous de le déterminer. Et c'est bien ça l'enjeu du livre qu'on a décidé d'écrire avec mon associé Jean-Pierre Mignard. L'Empire des données, on a voulu parler d'un essai sur la société et les algorithmes. Parce que ça impacte, ça détermine notre quotidien. Et les finalités sont très très larges.
Ça peut être l'éducation, ça peut être la médecine, ça peut être le profilage comportemental et parfois même du profilage politique dans le cadre de Facebook Cambridge Analytica. Et justement, j'allais vous en parler. Des scandales comme celui-là, le détournement de millions de données, c'est l'avenir. Vous qui êtes avocat, c'est ce que vous allez traiter dans les années qui viennent régulièrement? Alors judiciairement, c'est peut-être l'avenir. Je pense que les données seront au cœur du contentieux de demain, mais c'est déjà le présent malheureusement. En réalité, puisque les données, c'est très immatériel, les personnes ont besoin qu'il y ait des scandales pour réagir. On a besoin qu'il y ait du récit pour s'identifier à ces sujets de société. Mais ce sont des sujets qui existent déjà depuis très longtemps et il y a d'autres scandales qui n'ont pas encore été révélés où on aura d'autant plus d'informations sur celui qui a été révélé récemment. Mais c'est déjà la pratique depuis des dizaines d'années. C'est ce qu'on dit régulièrement, la première personne qui est responsable, c'est celle qui est entre le siège et l'ordinateur, c'est nous. Alors ça, c'est en termes de sécurité informatique exactement qu'on dit ça, parce qu'il y a également un risque demain, puisque tous nos systèmes d'information, toutes nos activités de l'agriculture jusqu'aux hôpitaux en passant par les écoles vont être reliées à des systèmes d'information. Il y a un risque aussi de piratage de ces données, puisque vous avez rappelé en début d'entretien que c'était une nouvelle manne, une nouvelle matière première. Et il y a un risque aussi de détournement et peut-être même de vol de ce patrimoine immatériel. Par des sociétés, mais aussi par des États. Il y a par exemple la localisation des data centers. Ça, c'est très important. Il y a une polémique en ce moment sur Apple qui veut créer un data center en Chine. Ça veut dire que l'État chinois il pourra avoir accès aux données de ses utilisateurs Apple dans le pays. Alors votre question est très intéressante parce qu'elle montre en réalité que le numérique, c'est avant tout une question de politique et même une question de géopolitique. Et tous les États-nations ont une course en fait, de souveraineté, chacun voulant un peu imposer sa norme. Et il y a aussi la constitution de nouveaux acteurs, parce que quand vous parlez d'Apple qui va en Chine, ce n'est pas seulement les États-Unis. Apple, c'est un État dans un État. Oui. C'est une plateforme, comme on appelle, un géant du numérique, qui a un pouvoir de négociation sur un échiquier géopolitique qui est de plus en plus important. Et le numérique devient d'une certaine manière un nouvel outil de soft power. On avait Hollywood au XXe siècle, maintenant on a la Silicon Valley. Ah mais complètement, les révolutions arabes, elles sont nées sur Facebook et sur Twitter, pour la Tunisie, pour l'Égypte. Ça commence à faire peur à certains régimes. Est-ce que ces données, elles ne vont pas être réutilisées par certains régimes un peu durs? En ce moment, la Russie est en train de taper sur Telegram, de fermer des millions de comptes. Elle a des vues sur Facebook. Ça peut intéresser des États à l'avenir qui pourraient faire un usage de ces données. Exactement, et c'est pour ça que le scandale Cambridge Analytica à Facebook n'est pas anodin. C'est pour ça qu'il faut avoir un débat collectif et se réapproprier collectivement un sujet qui est un sujet de société pour savoir quelle est la collecte éthique qu'on va faire de ces données. Parce que demain, si elles sont dans les mains de personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes finalités, les mêmes objectifs, il faut exactement savoir que les risques peuvent être considérables. Ces données, est-ce qu'on peut les faire supprimer ou c'est déjà trop tard? On a un droit de les faire supprimer. Il y a un règlement européen qui est très important qui va entrer en vigueur dans un mois, qui s'appelle le RGPD, c'est le règlement européen sur les données personnelles, et qui va pouvoir ériger au niveau européen un droit qui existe déjà depuis 40 ans en France, mais qui est un droit d'accès et de suppression des données personnelles vous concernant. Donc vous pouvez contacter un service pour demander par exemple à Facebook les données qui ont été collectées par le réseau social, pour voir lesquelles ont été collectées et le cas échéant, demander la suppression si vous n'avez plus envie d'utiliser ce service. Il y a quelque chose qui peut être inquiétant, c'est les données concernant la santé. Si on peut mieux suivre et mieux traiter un patient, à l'avenir, on pourra aussi lui refuser, je ne sais pas, un prêt immobilier par exemple. Alors il y a des véritables questions sur ces données qui constituent une catégorie particulière de données, notamment dans la réglementation, on appelle ça des données sensibles, parce qu'elles permettent de déterminer plus rapidement vos préférences politiques, vos orientations sexuelles et donc votre état de santé. Et donc les données de santé en font partie. Et effectivement, s'il y a des interconnexions avec d'autres bases de données qui sont liées à des assurances, encore une fois, les abus peuvent être exister. C'est pour ça qu'en France, on a décidé d'instaurer un cadre législatif très important, qui a été un des premiers dans le monde. Et c'est pour ça qu'on essaye aujourd'hui que celui qui est instauré par le règlement européen en Europe puisse polliniser, influencer bientôt d'autres législations, pourquoi pas celle des États-Unis. Et c'est un débat qui est passionnant parce que, si vous voulez, avec le Brexit, la Grande-Bretagne a quand même décidé d'appliquer ce règlement européen. Et aujourd'hui, vous avez des entreprises internationales comme Microsoft qui décident par défaut d'avoir ce règlement européen applicable partout dans le monde et pas seulement en Europe. Donc ça veut dire que les États peuvent quand même avoir du poids face à ces grosses compagnies. Est-ce qu'on peut rester encore anonyme aujourd'hui ? Technologiquement, je pense que c'est impossible. Il y a beaucoup d'études, on l'explique dans le livre notamment, qu'on peut être anonyme. Qu'est-ce que c'est ? C'est
anonymiser des données pour que de manière irréversible, on ne remonte pas à votre identité. Oui. Le problème avec le big data... Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on met sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce que ça va donner dans 30 ans. Hein. Les photos des enfants, par exemple. Ou votre boîte email dans laquelle il y a 60 000 mails et à quoi vont servir ces mails dans 50 ans. Et donc, être anonyme, en fait, c'est difficile parce qu'avec une interconnexion de données exponentielle, vous pouvez identifier des gens de manière complètement anodine, la façon dont ils marchent, la façon dont ils s'assoient sur une chaise. Et si vous recoupez toutes ces informations, eh ben, c'est peut-être possible de revenir à l'identité d'une personne de manière certaine. Est-ce que dans tout cela, les pays développés risquent de prendre encore plus d'avance sur les pays peu développés avec le traitement des données? Est-ce que ça ne risque pas de creuser les inégalités sur la scène internationale? Alors ça risque de creuser deux types d'inégalités. Au sein même d'un pays, une fracture numérique qui peut être de plus en plus importante. Et je pense que c'était l'objet du rapport Villani qui a été remis il y a un mois, le rapport sur l'intelligence artificielle, pour faire en sorte que des transformations aussi révolutionnaires que l'IA soient inclusives et ne contribuent pas à diviser la société entre ceux qui pourront en bénéficier et ceux qui n'auront pas accès à ces technologies, aux moyens de se former aux métiers qui seront les métiers de demain. Puis sur l'échiquier international, comme vous le dites, il y a également un enjeu géopolitique, encore une fois, de souveraineté. Bon, il y a des choses positives pour finir, Adrien Badevant, dans tout ça. Ça va quand même nous apporter des bonnes choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'applications très positives dans des domaines que vous avez introduits dès le début, comme en médecine. Et il faut juste avoir... La question clé, c'est quelle est l'exploitation éthique qu'on va en faire et quels sont les choix de société qui sont des choix démocratiques qui doivent être débattus publiquement entre tous. Eh bien, merci beaucoup. Merci Adrien Badevant d'avoir été notre invité. Je rappelle que vous êtes avocat spécialiste en droit des nouvelles technologies au cabinet Lysias Paris et co-auteur avec Jean-Pierre Mignard de ce livre, L'Empire des données. Et c'est sur la société, les algorithmes et la loi. C'est aux éditions Don Quichotte et ça vient de sortir. Merci beaucoup. Merci à vous de suivre Paris Direct. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal, une nouvelle édition. À tout de suite.